Bonjour à tous et à toutes. Je vois que voilà, les collègues se reconnectent progressivement. On est pile à l'heure. On va attendre, comme tout à l'heure, quelques minutes, mais pas trop longtemps pour respecter le timing. Et on laissera donc la parole aux collègues qui interviennent sur le Lab BD cet après-midi. Et c'est Merci Christelle Belin Céline. qui fait la modératrice. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, directrice de Savoie Biblio. Merci Céline pour la présentation. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce deuxième forum du Lab BD. Le premier, en tout cas, en version virtuelle. Présentation cet après-midi. La première par Aurélie Ravino-Clouet du département du Loir-et-Cher qui vous présentera le projet Ideas Box. Ensuite, nous aurons Guillaume Marza du département de l'Hérault qui fera une présentation sur le jeu, un jeu d'évasion numérique basé sur l'œuvre L'ombre de Golem d'Eliette Abécassis et Benjamin Lacombe. La troisième présentation sera celle de Nicolas Quereuil de la métropole de Lyon autour du jeu vidéo qui s'invite chez vous. Et puis, on finira l'après-midi avec Patrick Auvinet du département de la Charente sur un partenariat de la bibliothèque départementale avec l'association, la Ligue de protection des oiseaux. Donc, dans le fonctionnement de cet après-midi, une quinzaine de minutes par présentation. Vous aurez ensuite la possibilité, via nos deux Céline, de vous exprimer et de poser des questions. Donc, on vous invite à utiliser le chat qui est en parallèle de cette présentation de cet après-midi. Et elles relèveront les questions que vous aurez et on pourra les traiter et échanger avec les intervenants sur les 5 minutes après leur présentation. Donc là, je vais laisser tout de suite la afin de gérer un maximum le temps. Voilà. Très bien, merci Christelle. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour vous parler aujourd'hui des Ideas Box ou Ideas Box. Essayer de vous dire à peu près tous les éléments qui vont vous permettre de comprendre notre démarche et aujourd'hui comment cette démarche s'articule et se concrétise sur le territoire. Je vais bien sûr vous donner des éléments de contexte, les enjeux qui ont été les nôtres pour la réalisation de ce projet, ce qui nous a inspiré ou quelle a été notre source et notre fournisseur officiel pour cette Ideas Box. Et puis, le projet par lui-même avec tous ces éléments techniques et pratiques sur lesquels, bien sûr, vous pourrez revenir à la fin et me poser des questions si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Donc, il ne vous a pas échappé que nous devrions nous voir à l'heure qu'il est, dans le concret, en territoire ligérien, quelque part, à Blois. Donc, à défaut de réalité réelle, ce sera par réalité virtuelle que vous aurez ce petit voyage. Je vous ai mis quelques images qui vous permettent de voir un petit peu la déclinaison du département de Loir-et-Cher, avec ses diversités de paysages, mais derrière les réalités techniques qui sont les nôtres, avec au nord le Vendômois et la vallée du Loir, le Perche, en fait, sur la partie nord. Sur la partie sud, la vallée du Cher, où là, pour du coup, on est plutôt sur les vignobles. À l'est, la Sologne, un petit peu plus au nord, là, donc nord-est, la Sologne, avec ses forêts, ses landes, ses étangs. Et puis au milieu, ce qui est certainement le mieux connu, c'est la partie Val-de-Loire, avec les fameux châteaux de la Loire. Donc, une fois qu'on a dit ça, les incidences sur nos bibliothèques, c'est que vous avez un maillage qui est quand même assez inégal au niveau du Loir-et-Cher. Donc, toutes les petites pastilles bleues et vertes correspondent à des bibliothèques structurantes, c'est-à-dire des bibliothèques qui ont à leur tête des professionnels, une masse salariale et des bénévoles pour beaucoup d'entre elles, mais en tout cas du personnel formé, une offre de services et une offre de collection qui est diversifiée et un volume horaire d'ouverture assez important. Au niveau de la catégorisation, on a ensuite les bibliothèques qui sont avec tous ces petits points orange. J'espère que vous voyez suffisamment bien sur la carte. Et puis, les petits points jaunes correspondent à des points lecture qui, pour certains, se résument à quelques étagères dans une petite pièce qui, parfois, est une poste ou autre.
Ça sous-entend que, comme vous le voyez, dans la partie centrale du département, centre-est notamment, il y a quand même des zones blanches qui sont un véritable enjeu pour nous. En fait, il s'agissait prioritairement de pouvoir aller impulser dans ces territoires des éléments culturels et des éléments de formation. Donc ça, c'est vraiment un des premiers enjeux pour nous que d'agir auprès des publics éloignés du livre. Parce que cet éloignement, il est pour beaucoup géographique. On n'est pas loin d'une grosse ville, mais trop loin pour pouvoir bénéficier de services adéquats. Accompagner les publics aux usages numériques, c'était un véritable challenge aussi. On parle de fracture numérique, mais c'est vrai qu'elle est patente sur certains territoires plus que pour d'autres. Et puis l'objectif, c'était aussi de développer l'offre artistique et littéraire en bibliothèque. Ces trois éléments sont des axes forts qui ont par la suite été contractualisés à l'occasion d'un contrat territoire lecture qui a été signé en Loir-et-Cher pour la durée de 3 ans, donc de 2017 à 2019, et sur un périmètre expérimental, celui du Blésois et du Pays de Chambord, qui situe donc dans la partie centrale, l'une des parties blanches que vous voyez tout à l'heure à l'écran, partie centrale, médiane et plutôt à l'est du département. Mais l'objectif, c'était d'impulser quelque chose qui ensuite puisse prendre pied sur l'ensemble du territoire et donc d'étendre ces différents dispositifs, ces différentes réflexions à tout le territoire pour accompagner les territoires face aux enjeux des nouveaux usages culturels, accompagner l'innovation en bibliothèque, accompagner et former les usagers aux nouvelles pratiques culturelles et numériques, en particulier les publics fragiles. Et donc, ces trois axes, là encore, vont être repris dans celui qui est actuellement notre plan départemental en faveur de la lecture publique qui a été voté pour la période de 2019 à 2026. Donc, une fois qu'on a mis tout ça sur le papier, qu'on s'est dit qu'on pourrait peut-être avoir les financements qui vont bien et qu'avec certitude, on les a grâce au partenariat et grâce à la contractualisation du contrat territoire lecture, eh bien, on cherche ce qui peut nous aider à contractualiser et surtout à réaliser techniquement toute cette performance d'aller au plus près des territoires avec des outils qui soient suffisamment attractifs et efficients. Donc, on s'est tourné vers une ONG qui s'appelle Bibliothèques sans frontières. Peut-être en avez-vous entendu parler, puisque son parrain s'appelle Augustin Trapenard et que peut-être vous suivez régulièrement ses chroniques. En l'occurrence, Bibliothèques sans frontières a pour vocation de porter la connaissance à ceux et celles qui en sont privés, en créant des espaces culturels et éducatifs innovants qui permettent aux personnes touchées par les crises et la précarité de s'instruire, se divertir, créer du lien et construire un avenir. Cette ONG est présente dans 50 pays. Vous avez la cartographie ici. Elle est actualisée de ce matin. Donc, en tout cas, vous pourrez retrouver toutes les données si elles vous intéressent sur Bibliothèques sans frontières sur leur site internet. Donc, techniquement, cette idée, leur projet, ils le matérialisent grâce à des outils et notamment cette photo que vous voyez en bas, là, de différents modules. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a pris connaissance de ce dispositif au départ par une plaquette qui nous présentait différentes boîtes. Et sur cette plaquette, il y avait une citation, c'est « Quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien, la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est le rêve. » Et cette citation, elle vient de Philippe Stark, qui est le designer de ces 4 modules qui composent l'IDeasBox. Au-delà des outils, il y a des contenus. Et c'est ce qui nous intéressait dans ce projet, c'est qu'il s'agit vraiment d'un projet complet dans le sens où on a une jolie boîte, d'accord, mais dedans, il y a l'ingénierie qui va avec, c'est-à-dire qu'on est accompagné pour construire le projet, pour construire des contenus. On fabrique finalement, non pas la boîte, puisqu'elle nous est livrée avec du matériel à l'intérieur, mais on fabrique intellectuellement ce qu'on veut pour pouvoir partager sur le terrain des actions avec des publics et avec des partenaires.
Et puis, il y a tout un accompagnement au niveau de la médiation et notamment de la formation sur place pour la prise en main du matériel, pour la prise en main d'actions, et puis de suivi et d'évaluation des projets. Alors, techniquement, on a eu différentes sessions de formation en amont de la livraison, avec notamment des journées qui nous ont permis de rassembler dans le département des acteurs qui allaient être des acteurs clés de ce dispositif, avec notamment la coordinatrice sociale et culturelle du secteur Chambord. Et cette personne nous a permis d'avoir déjà un panel de contacts au niveau des services sociaux. On a eu également, évidemment, les bibliothèques du territoire qui se sont mobilisées. C'était l'occasion de se réunir sur un temps intra-professionnel et de pouvoir imaginer finalement les actions qu'on allait pouvoir mettre en place. Donc, de proposer d'ores et déjà des formations participatives avec des ateliers participatifs pour déjà anticiper les publics qu'on souhaitait viser, les lieux qu'on pourrait mobiliser, les partenaires qui seraient également mobilisables, de mettre en avant des constats, de souligner les problématiques et les objectifs qu'on allait pouvoir espérer atteindre. Et donc, au niveau des questions qu'on a pu, par exemple, aborder ou soumettre, eh bien, celle-ci que vous trouverez dans la petite partie droite, là, comment proposer l'IDISBox aux collègues du territoire, les accompagner s'ils ont la volonté de s'en saisir, puisqu'on est une bibliothèque départementale, il y a un moment où il y aura forcément un transfert de compétences et où il faudra impliquer les collègues du territoire. Donc, c'est cette exigence de pouvoir vraiment stimuler l'intérêt des uns des autres, fédérer et puis construire quelque chose qui soit suffisamment dynamique. Comment l'IDISBox peut permettre d'enrichir les fonds, comment l'IDISBox peut permettre de répondre à la problématique de l'illettrisme, qui est une forte problématique dans ce projet, et comment l'IDISBox peut porter des ateliers numériques auprès de personnes âgées, par exemple, ou en situation de handicap. Comment l'IDISBox peut participer au développement des structures, parce que l'objectif aussi, c'est de capter dans les bibliothèques des publics qui n'y viennent pas, donc de proposer des actions hors les murs, mais avec le but ultime d'amener ces publics jusqu'aux bibliothèques qui sont géographiquement très implantées sur leur territoire. Enfin, comment l'IDISBox peut permettre la transversalité entre les publics, entre les lecteurs, les non-lecteurs, les publics empêchés, etc. Donc, toutes ces questions-là sont des questions qui ont été abordées en amont du projet pour que Bibliothèques sans frontières nous propose un projet qui soit parfaitement adapté à nos attentes et à nos besoins. C'est comme ça que, par exemple, Bibliothèques sans frontières nous a proposé des contenus numériques, mais en revanche, n'a pas acheté d'ouvrage pour nous. Ça, c'est la DLP qui s'en est chargée, la direction de la lecture publique. En fait, c'est notre nom, BDP de Loir-et-Cher. Donc, en fait, c'est nous qui avons fait l'acquisition du matériel. Et puis, pareil pour le numérique, on a souhaité valoriser des ressources dont on avait fait l'acquisition et qui étaient d'ores et déjà sur notre portail. Et le but, c'était de pouvoir les utiliser davantage. Donc, on a essayé de fédérer toutes ces actions, toute cette dynamique pour pouvoir ensuite avoir un produit qui nous corresponde directement. Alors, une fois cette partie faite, eh bien, on a eu la livraison. Alors, vous voyez, là, vous êtes vraiment au cœur de l'action. La livraison de ces 4 modules. 5 en réalité avec des éléments techniques. Donc, concrètement, c'est livré comme ça. Alors, il y a 4 caissons. Et dans ces 4 caissons, un module vert qui contient du numérique et des éléments de création. Alors, il y a à droite un module vert, ça ne se voit pas très bien. Au niveau de la fiabilité des couleurs, ce n'est pas top sur le partage vidéo, mais je pense que voilà. Donc, du numérique et des éléments de création. Un module orange avec des livres et des jeux de société à l'intérieur, un module bleu qui est un module dédié au cinéma et à l'image animée, et puis un module jaune qui est un peu le module fourre-tout, mais particulièrement important, puisque dedans, on y trouve les rangements pour le mobilier, la bureautique, le serveur, etc. Donc, je vous parlais d'un élément de formation, un temps de formation.
ce temps de formation, voilà techniquement comment ça s'est passé. Donc là, vous voyez, en fait, il y a une feuillure sur chacun des côtés de chaque module qui peut lui permettre, quand on y ajoute un piétement, de se transformer en table. Et on est vraiment dans le principe d'une bibliothèque itinérante. Donc, chaque élément a été conçu pour être pratique. Vous voyez, le module orange sur le côté permet de ranger des jeux et des livres dans des petits bacs. Il y a aussi des présentoirs qui permettent de les mettre sur le dessus. Et également des éléments de mobilier qui permettent justement de gonfler ce mobilier sur place pour pouvoir avoir un peu plus d'impact visuel et de confort pour le public. Donc, déjà lors des sessions de formation, on a déployé la box pour pouvoir justement prendre conscience de l'impact que pouvaient avoir ces différents espaces, des limites que ça pouvait éventuellement avoir. Par exemple, pouvoir justement s'installer confortablement. Quand on a un écran, se mettre vraiment à l'ombre, il y a des choses qui sont évidentes, mais quand on y est confronté, voilà, on peut avoir certaines limites parfois. Donc voilà, techniquement, maintenant, pour finir, quelques exemples d'implantation qu'on a pu proposer. Parmi nos publics, on souhaitait toucher des publics adolescents notamment. Et donc, à Montré-Chambord, on a un espace de baignade naturelle. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, voilà un exemple de déploiement avec ici deux modules principaux qui ont été utilisés, le module ludique et le module de livre. Donc, on voulait travailler sur l'intergénérationnel et le public ado. Donc, on voit que ça a fonctionné. Voilà, l'année suivante, la bibliothèque a de nouveau emprunté ce dispositif et avec la même satisfaction. La piscine à Saint-Laurent-Nouan, donc même principe, intergénération et public ado. Hop là, je vois que j'arrive à la fin du temps qui m'était imparti. Donc, je n'ai plus que quelques vignettes. Un autre déploiement à l'EHPAD La Bonne Heure, qui est un établissement qui accueille évidemment des personnes âgées, mais qui a proposé un projet de réalisation d'un feuilleton radiophonique. Et donc, les jeunes élèves de CM1, CM2 de la classe juste à proximité de cette EHPAD sont venus à plusieurs reprises à l'EHPAD pour échanger avec les personnes âgées sur leur vécu, pour construire avec elles des contenus, raconter une histoire en fait qu'ils vont ensuite partager avec le public et avec leur famille lors d'une restitution à Chambord et d'un enregistrement qui aura lieu Studio Zef dans une radio associative partenaire. Donc ici, on est vraiment sur les personnes âgées empêchées. C'était l'occasion aussi de proposer des contenus spécifiques avec des ouvrages en gros caractères, des fonds de textes lus, de permettre à ces publics de découvrir aussi d'autres ressources qu'on pouvait leur proposer à la bibliothèque. Et au niveau de… oui, j'ai presque terminé. Donc, aussi de pouvoir valoriser ces ressources numériques comme Familéo, qui est une ressource développée dans l'EHPAD là-bas. Donc, pour finir sur ce dispositif, on voit que la visibilité de la bibliothèque à l'extérieur, c'est quelque chose qui est important, qui remplit en fait son objectif grâce à cet outil qui est maniable, qui est fonctionnel et qui peut trouver un terrain d'exploitation absolument partout, à condition que le terrain soit plan et que les bibliothèques soient suffisamment en anticipation pour définir avec précision le contour de leur projet et faire en sorte que chaque projet soit unique. Donc au final, c'est vraiment un travail d'équipe qui s'est toujours passé dans la bonne humeur et qui a toujours jusqu'à présent eu vraiment un retour très positif. Le seul frein, ça a été la Covid, puisqu'il y a pas mal d'actions qui n'ont pas pu être mises en place du fait des protocoles sanitaires un peu stricts, mais on a bon espoir puisqu'il y a d'autres bibliothèques qui ont pris rang pour les mois à venir. Voilà, je crois que j'en ai fini pour le contenu. J'ai vu des questions sur le social, notamment. Il y a deux questions. Alors, une de Blaise Mijoul
qui demande effectivement si vous travaillez avec les services sociaux du département sur ce projet-là. Et puis, une autre question de Christine Guinou-Hamon. Comment s'est déroulé le travail entre la bibliothèque départementale et les BM? Jusqu'où va l'accompagnement de la bibliothèque départementale lors du déploiement? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Sur la partie accompagnement, en fait, on a eu d'abord des dispositifs de formation, donc ça, les bibliothèques qui ont été associées. Dans un deuxième temps, au niveau du pratico-pratique, en fait, on a un type de conventionnement par lequel, en fait, la bibliothèque qui accueille prend en charge l'assurance pour accueillir les modules qui l'intéressent. Elle n'est pas obligée de prendre les 4 modules, elle peut n'en prendre qu'un ou deux si elle le souhaite. Et évidemment, le travail se fait en préparation en amont pour savoir quels modules sont les plus judicieux, les plus efficaces, etc. Et c'est l'ADLP qui prend en charge le transport. J'ai un de mes collègues, Vincent, qui est plus spécifiquement chargé du transport de la box. On prête une partie des collections, mais le but, c'est que la bibliothèque puisse avoir ses propres collections aussi à proposer pour que sur la durée, les personnes qui découvriraient la bibliothèque à l'extérieur puissent retrouver des collections à l'intérieur de leur équipement. Quant à travailler avec les services sociaux, oui, on commence vraiment à travailler avec eux. C'est pour ça qu'en fait, en termes de contenu, on a développé aussi bien en numérique qu'en papier ou en audiovisuel d'ailleurs, des contenus sur la petite enfance, sur la lutte contre l'illettrisme, contre l'électronisme, l'accès à la culture. Puis aussi des éléments sur la notion d'accompagnement des jeunes femmes dans l'accès aux soins ou voilà, tout ce qui est lié à la petite enfance prioritairement, mais aussi à ces publics fragiles. Pour l'instant, faute de contexte sanitaire, on avait une journée qui était prévue justement avec ces publics sociaux, vraiment, contexte social. Ça n'a pas pu avoir lieu, ça a dû être annulé, mais on espère que ça aura lieu de nouveau. On termine sur les 5 minutes. Il y avait une dernière question sur le dispositif, s'il est réservable, s'il fonctionne du coup comme un outil d'animation. Voilà. Oui. Très rapidement, on est arrivé à la fin du temps qui vous était dédié. D'accord. C'est mon maximum pour parler au plus vite, mais que ce soit entendable. C'est un dispositif qui est réservable suffisamment en amont, évidemment, pour pouvoir organiser toute la logistique qui va avec. Oui, ça fonctionne aussi l'hiver parce que ça peut être un dispositif déployé en intérieur ou en extérieur, donc en hiver, à l'automne, peu importe, quelle que soit la saison, on peut déployer ce dispositif en intérieur, dans une salle des fêtes, par exemple, c'est tout à fait possible. La seule limite, c'est que 80 cm3, quand c'est chargé de livres, c'est lourd, et que la marche, si elle est trop haute, c'est rédhibitoire. Donc, il faut absolument penser accessibilité au niveau du déploiement de ce mobilier. Voilà. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation intéressante. Je vais laisser maintenant la parole à Guillaume Marza pour un autre sujet tout aussi intéressant. Partager ton écran et nous faire ta présentation. Pareil que pour Aurélie, le décompte du temps se fera dans le chat en parallèle. Merci. D'accord, ok. Alors tout d'abord rapidement, donc je suis Guillaume Marza et donc je travaille à la direction de la lecture publique départementale de l'Hérault et plus particulièrement de l'unité médiation, en fait, qui est une unité où nous sommes spécialisés avec ma collègue et où nous travaillons spécifiquement en direction des adolescents et plus particulièrement en collège. Donc ce qui va permettre d'expliquer un petit peu plus quelle était l'idée de notre projet de base. Donc il faut savoir qu'avec ma collègue Marie, donc nous sommes de grands adeptes de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux vidéo et de grandeur nature également. Et donc on essayait de trouver une action
pédagogiques qui pourraient être déployés dans les CDI au sein donc des collèges, et ce afin d'intéresser nos usagers, nos ados, en plus en collège, sur des apprentissages de façon un petit peu plus, on va dire, ludique, tout en alliant le jeu en fait et la pédagogie. À partir de là, nous avons donc essayé d'imaginer un concept, et naturellement, on s'est dit pourquoi pas réaliser ce qu'on appelle un escape game. Donc, en français, donc un jeu d'évasion. Donc, je ne sais pas trop si vous voyez un petit peu le principe. C'est extrêmement simple, hein. 1 heure, vous êtes enfermé dans une pièce, vous avez des énigmes à résoudre et vous devez arriver à vous échapper ou à résoudre certains mystères, un meurtre, un vol, ou ce genre de choses. Donc, nous commencions donc avec Marie à réfléchir un petit peu, à imaginer un projet donc, de jeu d'évasion sous forme de kit, où la médiathèque départementale aurait pu prêter directement au collège l'ensemble des matériels, donc c'est-à-dire les accessoires, les décors. Donc, on imagine déjà les cadenas, on imagine aussi les tablettes numériques. Et là, un alignement de planètes ou pas, ça dépend comment on prend la chose. Il se trouve qu'il y a le confinement, donc c'était très intéressant parce que ça nous a permis de voir ce que c'était qu'un huis clos à la maison pendant quelques mois. Donc, c'était sympa. Ça nous a permis de réfléchir et du coup, ça nous a permis aussi de nous donner un petit peu de temps pour essayer de transformer notre projet et du coup de le basculer cette fois en jeu d'évasion totalement numérique. Là, on s'est dit avec la crise sanitaire, ça allait être compliqué de pouvoir prêter du matériel. Donc, pourquoi ne pas essayer de proposer une action totalement à distance. On avait déjà eu d'autres propositions, on a fait des fictions interactives. Là, on s'est dit, on va essayer de proposer quelque chose un petit peu différent. Et c'est de là, donc on a imaginé ce jeu d'évasion. Alors, plusieurs questions s'est posées. La première étant, quel univers, sur quel outil nous allions nous baser. Il faut savoir que nous sommes tous bibliothécaires, donc on voulait quand même aussi garder ce lien avec la lecture. Et là, on s'est rappelé en fait que nous avions accueilli à une époque à la médiathèque Pierre-Vive, donc une médiathèque qui est ouverte au public au sein de la médiathèque départementale. Nous avions reçu Benjamin Lacombe et une de ses magnifiques expositions. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi ne pas s'appuyer sur une de ses œuvres pour proposer un jeu d'évasion. À partir de là, tout s'est enclenché assez rapidement. Puisque du coup, nous avons, avec Marie, donc, essayé de trouver un ouvrage où les illustrations de Benjamin Lacombe et la fiction puissent être transformées en jeu d'évasion. Et nous avons donc sélectionné L'ombre du golem, qui a été écrit donc par Eliette Abécassis et illustré par Benjamin Lacombe. À partir de là, nous avions le livre. Première comment dire, alors pas difficulté, mais première grande réflexion de savoir comment allons-nous transformer une fiction à partir d'un ouvrage imprimé sous un format numérique. Et là, on a réfléchi, on a regardé un petit peu tout ce qui se proposait un petit peu sur la toile et on a trouvé différents outils comme par exemple Rakura. Mais notre choix s'est arrêté sur un outil, une ressource électronique en ligne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Geniali. Voilà, c'est une ressource qui est extrêmement simple à utiliser, qui est déjà fortement utilisée par les professeurs, notamment pour faire alors à la base, c'est un logiciel qui permet de faire des présentations, mais on peut détourner en fait ce logiciel pour proposer des jeux d'évasion. C'est un logiciel qui est extrêmement simple à utiliser. Il y a de nombreux tutoriels. Et vous avez également une version gratuite qui vous permet comment dirais-je, d'appréhender l'outil et de pouvoir commencer à réfléchir et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ce qui était extrêmement intéressant aussi avec cet outil, c'est qu'il avait la possibilité de pouvoir intégrer des outils externes, puisque l'objectif, c'était de reprendre un petit peu c'était de reprendre en fait totalement l'histoire d'Eliette Abécassis, de la remettre un petit peu au goût du jour, de s'en inspirer par rapport alors sans vous dévoiler l'énigme, mais essayer de coller un petit peu aux problématiques de notre siècle actuel, mais également que ce ne soit pas forcément un jeu sous forme comment dirais-je, de fiction narrative. On voulait vraiment aller sur un système, sur un jeu où le joueur, vous peut-être prochainement, vous alliez vraiment prendre part au jeu et vraiment chercher, seul, en équipe, pourquoi pas. Et donc, du coup, l'intérêt de cette ressource, c'est qu'on peut intégrer des ressources externes, notamment des cadenas virtuels. On peut intégrer, alors je ne vais pas tout vous révéler, mais tout un tas d'énigmes qui nous permet d'avoir pas mal d'interactions, comme une espèce de jeu vidéo, en fait, tout simplement. On prendra un petit temps
pour que je puisse vous le présenter. Je partagerai l'écran comme ça, vous verrez vraiment le produit fini, tout du moins le premier chapitre, hein, puisque l'idée, c'est quand même que vous testiez les autres chapitres et puis que vous nous fassiez vos retours. Voilà, donc l'idée, voilà, proposer le fameux jeu d'évasion à partir d'une ressource numérique, donc Geniali. Ça nous a pris quand même pas mal de temps donc, pour essayer de réécrire le scénario. Il a fallu vraiment s'imprégner de l'histoire, essayer de vraiment comprendre les problématiques. Et là, l'objectif, c'était aussi de sortir d'un simple huis clos. Donc, tout au long du jeu, vous allez pouvoir découvrir, vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir découvrir pas mal de lieux, vous allez pouvoir, j'espère, avancer et peut-être, on verra, peut-être sauver le monde, puisqu'on verra que c'est quand même assez compliqué en ce moment, que ce soit dans la vie réelle ou dans le jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, actuellement, le jeu est en bêta-test. À partir de la semaine prochaine, il sera proposé donc, à nos collègues de la médiathèque départementale pour avoir les derniers retours et les dernières, comment dirais-je, savoir s'il y avait eu des difficultés pour résoudre telle ou telle énigme. Un livret pédagogique sera de toute façon inclus avec le jeu. Et éventuellement, pour les joueurs qui ne seraient pas adeptes des jeux d'évasion, un guide avec la solution pour vous accompagner jusqu'au bout. Alors, sachez également que la difficulté forme une courbe croissante, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez voir tout à l'heure, dans quelques instants, le début du jeu, le premier chapitre, on va vraiment utiliser, ça va être relativement simple, on va retrouver des codes qu'on retrouve dans les jeux vidéo ou dans les jeux d'évasion, et au fur et à mesure, vous allez sortir du système, vous allez peut-être sortir du jeu, vous allez devoir peut-être chercher des informations en dehors du jeu pour espérer avancer et arriver jusqu'au dénouement. Ce jeu donc, sera prochainement donc, disponible après la bêta-test, donc on pense début de l'année prochaine directement dans les CDI. Et là, on est en train de réfléchir sur différentes pistes de médiation. Donc, est-ce qu'on va pouvoir le proposer en téléchargement sur le portail? On propose déjà à la médiathèque départementale des formations sur la conception de jeux d'évasion en réel. Donc là, on va l'imaginer aussi en numérique. Voilà, essayer d'imaginer comment on va pouvoir promouvoir en fait cette activité bien au-delà juste de la médiathèque départementale et de notre réseau. Petite information aussi, parce que ça risque peut-être de venir sur les questions, on utilise donc les illustrations donc, de M. Benjamin Lacombe. Bien évidemment, nous avions négocié, alors négocier est un grand mot, nous avons demandé, ce serait quand même plus juste, les autorisations de reproduction et de diffusion auprès de la maison d'édition, donc Flammarion, et ensuite l'ensemble des ressources que vous allez pouvoir voir dans quelques instants, que ce soit les photographies, les musiques, puisqu'il y a un fond sonore. Alors là, pendant le test, je vous éviterai de mettre le son en même temps, parce que ça risque de cafouiller si je vous parle en même temps. Sachez que tout est sous format Creative Commons, donc on a récupéré directement sur les sites de CC Search et CC Hound. Voilà, donc on a les crédits qui nous permettent également d'indiquer d'où proviennent nos ressources. Dans le même ordre d'idée, sur les premières énigmes, vous verrez également, si jamais vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, vous pouvez aussi aller sur le site d'Escape, qui vous permet là aussi d'avoir des idées, si vous souhaitez vous lancer dans ce genre de projet, d'avoir des idées d'énigmes, puisque l'idée à un moment donné, c'est de ne pas être redondant et d'essayer de surprendre un petit peu les joueurs. Ce qui n'est pas toujours facile quand on se retrouve face à des collègues ou des personnes qui ont une certaine habitude du jeu vidéo ou des codes des jeux d'évasion. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une petite démonstration? Parce que là, je vous parle, mais vous n'avez pas vu. Alors, on va essayer. Là, c'est le premier. C'est comme un escape game. Ça va être essayer d'arriver à vous partager mon écran. Hop. C'est à peu près 4 minutes. Bon, c'est parfait, on aura quasiment le temps de faire le premier chapitre. Alors là, hop, je vous mets le début, hop, 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 hop. Voilà, donc je ne vous mets pas le son simplement pour que je puisse vous parler et vous guider en même temps. Donc lorsque vous démarrez, donc, vous allez avoir le début du jeu. Vous pourrez accéder évidemment à la biographie et au crédit. Donc, nous allons lancer le jeu. À partir de là, un petit tutoriel donc pour les collègues ou les joueurs qui ont une certaine habitude
du traitement de texte. Chacun va retrouver un petit peu ses marques, hein, avec donc le curseur qui permet de se déplacer ou de déplacer des objets. Ce qui est important, c'est qu'il est possible de sauvegarder votre progression. À un moment donné, vous devez arrêter, vous souhaitez reprendre plus tard. Vous n'avez plus qu'à enregistrer le lien que vous trouvez en haut, le lien du site internet, et vous pouvez repartir de là où vous êtes arrêté. Il est également possible de jouer en multijoueur, y compris à distance via un logiciel de vidéoconférence, tout simplement en échangeant et en essayant ensemble de trouver les solutions. Il y a donc comme je vous l'ai indiqué, voilà, il y a du son, là je ne vous le mettrai pas pour que vous puissiez m'entendre, et on va donc démarrer avec le prologue. Donc là, systématiquement, vous allez retrouver les illustrations de Benjamin Lacombe, et on démarre le jeu en République tchèque en 1552. Zelmira, qui vit dans le quartier des alchimistes, assiste à la colère d'un homme qui exhorte la foule contre le peuple juif. Alors que la révolte gronde, une puissante créature d'argile, créée par le Maharal, s'interpose. Cet être humanoïde, dénué de conscience, nommé le Golem, ne poursuit qu'un seul objectif, défendre le peuple de la violence qui s'abat sur eux. Mais le Golem est une arme imprévisible. France, 2021. Une nuit, alors que les ténèbres s'immiscent insidieusement dans vos rêves, une jeune fille mystérieuse apparaît et sollicite votre aide. Réveille-toi. La fin approche. Réveille-toi. Retrouve-moi. Nous nous retrouvons donc dans notre bureau et à partir de là, le jeu démarre. Donc, je vais vous montrer un petit peu rapidement certaines fonctions du jeu. Là, par exemple, si nous allons sur le sac à dos, nous avons le curseur qui bouge, ce qui nous permet en fait tout simplement de cliquer à l'intérieur et de découvrir un portefeuille et un plan du métro. Nous repérons la station Solferino qui est enregistrée, qui est surlignée. C'est sûrement un indice que nous aurons besoin peut-être plus tard dans l'aventure. Pour se déplacer, des boutons sur les côtés. Ici, vous en avez un avec un taxi. C'est ce qui vous permettra de sortir du chapitre 1. Nous pouvons, dans un deuxième temps, nous diriger donc sur un cadre photo, sur le côté droit en haut. Ici, nous avons une photographie d'un Behemoth, donc qui est un monstre légendaire. Et nous remarquons sur la photo un premier code indiquant 8346. Donc, ça sera un code qu'il faudra commencer à noter. À l'intérieur d'un tiroir, nous avons un code Morse. Donc, on peut se douter que nous risquerons d'en avoir besoin un peu plus tard dans l'aventure. Et ici, nous avons incarné qu'il est possible de déplacer. Et nous retrouvons la seconde photo du Behemoth avec 3 chiffres supplémentaires. Donc, nous nous retrouvons donc avec le code 8346074. À partir de là, nous pouvons sortir et nous diriger de l'autre côté du bureau et aller sur l'ordinateur. Ici, dans le calendrier, nous allons voir que nous sommes le 15 mars 2021. C'est une information qui sera importante puisque dans les notes, nous allons remarquer assez rapidement que nous avons rendez-vous justement ce jour même au 253 11 avenue Caprova, au 2e étage, l'appartement 06. Si nous continuons à poursuivre sur les icônes du bureau, nous allons donc sur l'icône e-books, livre numérique, et là nous avons un poème. Je t'interromps juste deux secondes, le temps imparti arrive à sa fin. D'accord. Alors, voilà, je vais m'arrêter juste par là. Donc, à partir de là, vous allez avoir un poème et vous avez, si vous regardez bien, des lettres qui sont en majuscules et en gras qui vont former le mot vieille nouvelle. Donc, ça sera encore un nom de code dont vous aurez besoin pour avancer dans le jeu. Je vous laisserai découvrir les autres icônes, les autres choses à voir. Sachez qu'également, à un moment donné, vous allez pouvoir ouvrir des coffres-forts, comme dans un vrai jeu d'évasion. Et pour quitter le premier chapitre, vous allez pouvoir partir en taxi
Donc, vous irez dans la ville de Prague et là, vous allez devoir prendre donc le taxi, discuter avec le chauffeur et donc commencer à répondre à ces questions, ce qui va vous amener sur sur le second chapitre qui, lui, sera déjà un petit peu plus long. Alors, je vais essayer d'arrêter le partage. Normalement, je suis revenu face à vous, si tout se passe bien. Oui. Donc, je ne sois pas bloqué sur Prague. Hein. Ça m'aurait bien intéressé, mais bon, là, je suis avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas. Alors, il y a 2 questions qui sont passées, mais je crois que tu as répondu. Donc, l'outil qui vous a servi pour le faire, c'est Geniali. Tout à Et fait. puis, il y avait une question sur les droits d'auteur, la négociation des droits d'auteur pour cette adaptation. Alors, pour la négociation sur les droits d'auteur, ça avait été très, alors j'ai envie de dire très simple, hein, c'est-à-dire qu'on a pris directement contact avec l'éditeur, on est allé avec Flammarion, on leur a demandé concrètement, voilà, le projet, on leur a présenté une fiche action, les fameuses fiches traditionnelles que nous avons tous, hein, les fiches projets. Ils ont été emballés, ils nous ont répondu qu'ils devaient d'abord se rapprocher de Monsieur Lacombe, Benjamin Lacombe et d'Eliette avec Assis pour qu'ils nous autorisent à l'utiliser tant le texte que les photographies, que les illustrations, ça a été accepté. Donc là, dès qu'on sera en bêta-test, on leur enverra une copie du jeu pour qu'ils puissent quand même voir un petit peu ce que l'on a fait avec leurs œuvres. Et puis, ça sera aussi peut-être un début, peut-être pour les réinviter pour venir à la médiathèque départementale. Ouais. Alors, une autre question là qui arrive, c'est vous avez utilisé une version payante ou du coup la version de base gratuite? Oui, alors, pour le tutoriel, pour comprendre comment ça fonctionne, j'avais utilisé la version gratuite de base. À un moment donné, alors on peut faire déjà énormément de choses. Nous avons décidé de prendre la version payante. Alors, il faut compter, alors on ne va pas parler budget, mais il faut compter 250 € à l'année. Hein, donc, ça reste un format un budget assez peu conséquent pour l'outil. Parce que cela nous permet, par exemple, d'intégrer la bande-son et de mettre notre logo. Mettre le logo et ne pas avoir une mention outil développé par Geniali en version gratuite. Voilà, on était une BDP, donc on souhaitait avoir l'ensemble des outils possibles. Alors, la dernière question, et qui est un peu collégiale, parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont posée, c'est de savoir où est-ce qu'on peut jouer et tester et faire qu'on va faire exploser les connexions sur… Ah ben écoutez, j'espère bien. Alors à partir de janvier, puisque là on est en bêta-test, hein, à partir de janvier, il sera disponible sur le portail de la médiathèque départementale. Alors je laisserai le soin à monsieur Jean-André Itier, donc notre directeur de la médiathèque départementale de l'Hérault, de lancer un appel sur les réseaux de la BDP et puis sur les réseaux sociaux. Donc on ne manquera pas de vous en informer. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, ça fait envie. Ben, merci. Eh bien, du coup, troisième, j'enchaîne. Je suis désolée, mais c'est un peu le principe de l'après-midi. Avec la présentation de Nicolas Quéreuil sur les jeux vidéo qui s'invitent chez vous, à Métropole de Lyon. Oui, alors bonjour tout le monde. Donc, je vais effectivement vous présenter un service qu'on vient de mettre en place là, qui va débuter le 15 septembre, donc dans 2 jours, qu'on a intitulé « Les jeux vidéo s'invitent chez vous ». Partager mon écran. Voilà, donc j'espère que ça fonctionne. Déjà, quelques mots de contexte pour peut-être légitimer ma présence parmi vous à l'ABD, puisqu'on a bien dit Métropole de Lyon. Juste pour vous donner le contexte, en fait. Je vous la fais rapide. Hein. Le pôle métropole, c'est une bibliothèque départementale, mais métropolitaine, puisque depuis 2015, donc, il y a eu la création de la métropole de Lyon. Et le département, la métropole a récupéré sur son territoire toutes les compétences du département du Rhône. Donc, depuis 2018, après, le rôle de bibliothèque départementale a été délégué en grande partie à la bibliothèque municipale de Lyon en donnant des renforts à la bibliothèque municipale de Lyon, du personnel de la métropole de Lyon, dont je fais partie. Et du coup, notre service, le pôle métropole de la bibliothèque municipale de Lyon, s'occupe de 41 bibliothèques de villes de moins de 12 000 habitants, donc sur un territoire très urbanisé, puisque vous voyez la carte là que je vous ai mis à l'écran. Mais on a vraiment un rôle de bibliothèque départementale avec toutes les missions classiques d'une BDP sur ce territoire.
Alors, le service que je vais vous présenter, c'est quoi? Donc, c'est un service qui est clé en main. C'est des fonds de jeux et de consoles qui seront prêtés aux usagers des bibliothèques participantes du réseau. Donc, c'est pas le traditionnel maintenant, c'est pas des consoles pour l'animation dans les murs des bibliothèques qu'on prête. Là, cette fois-ci, c'est carrément des fonds de consoles et de jeux qui sera donc un service complémentaire des consoles d'animation. Donc, c'est pour qui? C'est pour les bibliothèques partenaires de la métropole de Lyon, donc les 41 des villes de moins de 12 000 habitants, et donc pour les usagers de ces petites bibliothèques de la métropole, petites entre guillemets, hein, voilà. Pourquoi? Alors, c'est pour permettre l'accès au plus grand nombre à cette pratique, parce qu'on sait que le jeu vidéo, c'est une pratique qui est assez onéreuse, hein, au final, et pour les bibliothèques, mais aussi pour le public. Donc, du coup, l'idée, c'est aussi de mettre à disposition du public du jeu vidéo gratuitement. C'est aussi de développer la culturation des bibliothèques et des bibliothécaires aux jeux vidéo et développer des pratiques innovantes sur le territoire. Comment on a mis en place ce service? Alors, c'est né un petit peu d'une opportunité. Le projet était déjà un petit peu sur la table, mais on a bénéficié de reliquats de budget d'investissement dans l'année 2020, l'année Covidée 2020. Et du coup, on s'est retrouvé à la fin de l'année avec pas mal de budget d'investissement à dépenser. Et donc, on s'est dit, on lance ce service et même on augmente sensiblement la voilure. Donc, c'est les choix qui ont été faits un petit peu dans l'urgence, mais on s'en est pas trop mal sorti. Et puis, on s'est dit aussi qu'on allait, puisqu'on est dans une dynamique d'essayer de monter des groupes de travail transversaux avec nos bibliothèques partenaires sur d'autres thématiques, sur de la musique, voilà. On s'est dit, on va créer un groupe de travail à l'occasion avec un appel à projet pour ce prêt de consoles et de. Et donc, on a créé un groupe de travail qui a été composé de 5 bibliothèques qui étaient intéressées. Puis, avec ces bibliothèques, on a travaillé sur les besoins, les modalités de prêt des jeux, des consoles, sur les conditions techniques que ça demandait. Alors, quelques chiffres rapides sur ce service. Donc, c'est 2 packs identiques empruntables par les bibliothèques du réseau pendant 4 mois. C'est 9 consoles par pack, donc c'est 4 Nintendo Switch standard, donc les Nintendo Switch classiques, et 5 Nintendo Switch Lite, donc qui sont des consoles uniquement portables, qui ne peuvent pas se brancher sur la télévision, et du coup c'est plus un usage beaucoup plus nomade et individuel, on va dire. On a mis au moins 3 jeux dématérialisés sur chaque console. Ça, c'est venu de l'idée que souvent, quand on prête du jeu en bibliothèque, les bacs sont vides faute de succès, à cause du succès de cette offre. Et donc, on s'est dit, si on prête des consoles, on va mettre des jeux dématérialisés dessus pour que les usagers qui empruntent les consoles ne se retrouvent pas avec une console sans jeu, puisque les bacs sont vides. Donc, ils empruntent une console et il y a des jeux dessus. Et on a également un fonds de 60 jeux en cartouche par pack, donc on va prêter à chaque bibliothèque qui en fera la demande. Et on prête également un meuble, on n'en a qu'un seul pour l'instant, on va voir si on le duplique ou pas, en fonction des besoins. Donc, sur la création de ce projet, en fait, il y a eu plusieurs niveaux de difficulté, donc un peu comme dans un jeu vidéo, easy, normal et hard. Donc, le plus facile pour nous, c'est qu'on travaille dans un réseau de 41 bibliothèques seulement. 41 bibliothèques seulement, c'est sûr que ce service-là, il ne sera peut-être pas transposable sur une bibliothèque départementale qui travaille dans un milieu essentiellement rural, avec 200 bibliothèques. Ce n'est pas forcément transposable, adaptable à tous les contextes. On est dans un territoire essentiellement périurbain ou urbain, avec un assez fort taux de professionnalisation des bibliothécaires. Sur les 41 bibliothèques, il doit y en avoir 5 ou 6 où il n'y a encore que des bénévoles, en fait. Et on a pas mal de bibliothécaires déjà sur le terrain qui sont déjà sensibles à cette pratique. Le deuxième niveau de difficulté, c'est que les équipes du service dans lequel je travaille étaient déjà sensibles à la problématique du jeu de société, du jeu vidéo. Donc, j'ai pas eu trop de mal à convaincre mes collègues et ma hiérarchie sur ça, d'autant plus que notre hiérarchie est sensible quand même au rôle d'expérimentateur du service. On a peu de freins sur la légalité, sur le ludique, etc., mais aussi sur pas mal d'autres choses. On nous laisse expérimenter quand même pas mal, donc ça permet d'avancer plus sereinement. Et il y avait aussi un environnement administratif qui était déjà adapté.
parce qu'on se sert des services support de la bibliothèque municipale de Lyon. On est intégré à la bibliothèque municipale de Lyon et du coup, on se sert de leur marché en fait. Donc, on avait déjà un marché pour le jeu vidéo, un marché public là-dessus. On avait une carte bancaire, on a plein de choses qui facilitent ce travail-là. Plus difficile, on travaille avec des budgets contraints. Mine de rien, nous, on n'a pas de budget BNR, donc bibliothèque numérique de référence pour notre service. On n'a pas eu de budget supplémentaire pour créer ce service en dehors du moment des budgets d'investissement supplémentaires du budget qui n'avait pas été dépensé pendant la crise sanitaire. Donc, on a pris sur pas mal d'autres budgets et voilà, ça a été des choix de politique documentaire qui ont été assez forts. On a eu pas mal de problèmes techniques. Alors, voilà, le problème de SI classique, le Wi-Fi qui ne permet pas de connecter telle ou telle console, patati patata. Voilà, donc moi, j'ai ramené pas mal de consoles chez moi pour faire le travail, en fait. Donc, des problèmes de création de comptes, etc. etc. Et aussi le côté appréhension pour les bibliothécaires du réseau. Donc, même parmi les 5 qui étaient dans le groupe de travail, déjà, il y a eu des petits… c'est jamais acquis, quoi. Il faut toujours refaire un peu de sensibilisation, rassurer, etc. Parce qu'on prête du matériel coûteux. Voilà, donc tout ça, c'est à chaque fois, il faut y retravailler. Le budget, rapidement, c'est sur 2 ans, parce qu'il y a eu l'année 2020-2021, le matériel, c'était 5 000 € sur 2 ans, avec donc 2 fois 9 consoles, donc 18 consoles au total. Et pour les jeux, 5 500 € sur 2 ans, avec des jeux dématérialisés, comme je te disais, sur chaque console, et des jeux en cartouche, donc 60 jeux par pack, et puis ça, c'est voué à être augmenté au fur et à mesure des sorties des jeux, etc. Donc des outils, en fait, le groupe de travail, ça nous a permis aussi de créer un certain nombre d'outils, de partager pas mal de connaissances. On a fait aussi venir des bibliothèques qui prêtent déjà du jeu ou qui prêtent des consoles pour nous partager leurs expériences, pour nous dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'on ne recommencerait pas. On a fait pas mal de phases de test. On a envoyé toutes les consoles aux bibliothécaires qui ont pu jouer avec, qui ont pu tester, qui ont pu faire des crash tests dans tous les sens. Et ça a plutôt bien marché. On a partagé beaucoup de documents en ligne. On a fait des chartes de prêt pour les usagers, des manuels d'utilisation pour les consoles, des feuilles d'inventaire, etc., etc. Donc tout ça, c'est des documents qu'on a créés ensemble. Et enfin, du coup, les interrogations qu'ont soulevé ce service-là, j'en ai 3 principales en fait. Enfin, pour moi, le gros problème, c'est une frustration pour les usagers. Parce que on prête un service en fait dans une bibliothèque municipale et en gros au bout de 4 mois ce service il s'arrête. Mais en fait c'est à mettre en regard avec d'inciter les élus et les hiérarchies à investir ce champ culturel dans leur propre bibliothèque. C'est-à-dire qu'en gros cette frustration là pourra faire naître si le service a très très bien fonctionné. L'idée c'est que les municipalités s'emparent de ce truc-là, du jeu vidéo, et créent leur propre service de jeu vidéo, quoi. Se heurter à la crainte des bibliothécaires, donc ça forcément c'est un peu le cas, et du coup c'est une opportunité pour nous de sensibiliser, et un challenge de sensibiliser, de former qui sont aujourd'hui vraiment qui ont toute leur place en bibliothèque et de plus en plus, donc ça fait aussi partie de notre rôle de bibliothèque départementale. Et enfin, donc il y a d'autres interrogations, mais c'est 3 principales. La rotation trop lente des 2 packs, donc 4 mois, c'est lent, ça s'est prêté que 3 fois par an au final. Mais c'est le même cas pour nous, c'est-à-dire que si le service fonctionne très bien, on sera incité à le développer. J'aurais pas trop de problème à valoriser le service auprès de ma hiérarchie et éventuellement le développer un peu plus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de la mise en valeur du service. Donc, plutôt au niveau de la communication, on n'a pas fait énormément de choses autour de la communication. On va travailler autour de la vidéo, on va faire des petits reportages dans les bibliothèques dans lesquelles ont été prêtés ces packs. On va faire des retours, on va demander aux collègues de nous faire des retours pendant les journées réseau du service pour, bien sûr, pour montrer que ce n'est pas si difficile que ça de prêter ces packs-là. On va apporter des modifications. L'idée, c'est d'être assez réactif. Suite au premier test, en fait, on va faire des modifications, parce qu'il y aura forcément des choses qui n'iront pas. Et un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est sur l'évaluation. C'est que, en fait, l'idée, c'est qu'à la fois, il faut que les bibliothécaires nous donnent, les bibliothèques partenaires, donc les bibliothèques municipales dans lesquelles sont prêtées les consoles,
elles nous fassent un retour des stades de prêt, etc., pour ensuite pouvoir valoriser ça auprès de leur hiérarchie éventuellement, dire c'est un service qui a trop bien marché. Du coup, sans évaluation, en fait, on peut pas valoriser vraiment ce service-là. Et de mon côté aussi, si ça marche très très bien, si ça a très bien marché, ça sera à feu vert pour développer, ça sera au moins, ça participera à développer le service et à l'augmenter si besoin. Et du coup, pour l'avenir, l'idée, c'est de sanctuariser le budget d'achat de jeux vidéo. C'est déjà le cas, en fait. Pour l'année prochaine, on est déjà sanctuarisé vraiment pour le jeu, le fond de jeu, c'est-à-dire les jeux en cartouche et dématérialisés. On a un budget sanctuarisé. Et du coup, on va acheter les dernières nouveautés, les envoyer au fur et à mesure aux bibliothèques qui ont les consoles en prêt et le pack de jeux. Diversifier les supports si c'est possible, donc PlayStation 5, rétro gaming, du VR, des PC gamers, enfin que sais-je, tout ce qui permet de jouer aux jeux vidéo. Voilà, et continuer le groupe de travail, donc éventuellement l'élargir, donc travailler la question du jeu vidéo avec plus des objectifs en termes d'animation, d'organisation de tournois interbibliothèques sur notre réseau, etc. Donc ça, c'est vraiment le but de continuer ce travail-là. Voilà, donc là, je vous ai mis juste quelques photos de à quoi ressemble le pack quand les bibliothèques le reçoivent. Donc, des consoles dans des mallettes, des jeux. Vous voyez la boîte, voilà, il y a 60 jeux dans une caisse bleue de transport navette. Les jeux en prêt indirect, voilà, qui sont là. C'est les bibliothèques qui choisiront si elles souhaitent les mettre en prêt direct ou indirect. À elles de voir. C'est prêt pour le prêt indirect, mais elles peuvent, si elles n'ont pas froid aux yeux, le mettre en prêt direct. Et ensuite, le meuble qu'on prête avec, donc vous voyez, comme une suggestion de présentation. Voilà, et c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, je crois que j'ai vu passer 3 questions. Donc, il y avait une question sur les critères de choix sur les jeux vidéo. De quelle façon ont-ils été choisis? Ensuite, il y a une autre question pour le prêt direct auprès de l'usager. Que se passe-t-il en cas de bris, de perte? Comment ça se passera pour la bibliothèque qui prête directement à ses usagers? Est-ce qu'ils devront racheter, rembourser, etc. Et puis, une dernière question. Réaliser si ce sont les mêmes jeux qui sont proposés dans des consoles ou s'il y a une diversité ou une rotation. Ouais. Je vais répondre dans le désordre. Du coup, les jeux dématérialisés, effectivement, alors je me suis vraiment embêté sur le coup à pas mettre les mêmes jeux sur chacune des consoles. Tous les jeux étaient différents. C'était hyper galère. À chaque fois, il y avait toujours au moins un jeu récurrent. C'était un jeu, un best-seller. Donc, en l'occurrence, un Mario ou quelque chose comme ça. Et des jeux indépendants, parce que l'idée, donc je vois la question après derrière, l'idée c'était de valoriser aussi des jeux indépendants qui sont souvent pas disponibles en cartouche. Donc l'idée c'était aussi ça, d'avoir du jeu dématérialisé, ça permet aussi de valoriser le jeu indépendant, les créateurs de jeux indépendants. Donc à chaque fois, il y a au moins 2 ou 3 jeux indépendants sur chaque console dès le prêt. Les choix des jeux, il se fait comme n'importe quelle politique documentaire. Je disais, il y a des best-sellers, il y a des jeux plus indépendants. L'idée, souvent, qui est donnée, c'est faire 2 tiers jeunesse, 1 tiers plutôt adulte, de ne pas dépasser. Alors, je ne voulais pas mettre les collègues en difficulté aussi sur les consoles. Il y a le système de PEGI, je ne sais pas si vous connaissez pour les jeux, un système de critères par âge, de classement par âge. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas si simple que ça, mais du coup, on ne dépassait pas les jeux sur les consoles, en tout cas, les jeux qui sont déjà préchargés sur les consoles, on ne dépasse pas le PEGI 12 pour éviter de mettre les collègues en fait en difficulté. Si jamais il y a une console qui est prêtée avec un jeu qui serait trop violent, etc. Donc on évite de les mettre en difficulté. En revanche, sur les packs de jeux, sur les jeux en cartouche, là, pour le coup, il y a des PEGI 16 et PEGI 18, donc des jeux qui sont accessibles. Mais là, c'est aux bibliothèques de faire en sorte que leur SIGB paramètres interdit aux plus ou moins de 16 ans. Voilà. Pour la question du bris, en fait, on est déjà couvert par des conventions sur
tout, en fait, sur les collections, sur le matériel d'animation. Donc, en fait, on s'est basé sur la convention avec le matériel d'animation. S'il y a de la casse, en fait, c'est en gros la bibliothèque. On se retourne, nous, vers la bibliothèque. La bibliothèque, elle peut, si elle le souhaite, se retourner vers l'usager. En gros, nous, si jamais il y a un usager de la bibliothèque de Neuville-sur-Saône qui casse une console, on va dire à la bibliothèque de Neuville-sur-Saône, on va envoyer la facture à la mairie, en gros, sur la valeur d'achat ou de rachat de la console. En fonction de l'obsolescence, etc., on choisira la chose la plus avantageuse, le prix le plus avantageux pour la bibliothèque. On ne va pas les mettre en difficulté non plus. Et du coup, libre à la bibliothèque ensuite de se retourner vers son usager en fait, pour récupérer l'argent. Voilà. Merci Nicolas. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et du coup, j'ai aux petits oignons du temps. Et ben, du coup, je vais laisser la parole à la Charente et à Patrice Auvinet pour nous présenter un tout autre projet et plutôt développement durable et en lien avec la protection de la ligne des oiseaux. Merci. J'espère que vous m'entendez bien parce que moi, je ne vous entends pas toujours très bien. Donc, c'est super. Donc, on va complètement, en effet, changer de sujet. On va aller dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre, voire dans les airs même. Puisqu'on va évoquer ensemble l'engagement éco-responsable du SDL, donc l'équivalent de la BDP dans la Charente, et plus particulièrement le partenariat avec la LPO. Il faut savoir que cet engagement éco-responsable a été formalisé dans le nouveau projet de service et dont les origines remontent à quelques années où le SDL avait justement dans cette préparation du projet de service la volonté de développer des pratiques éco-responsables au quotidien pour tous les personnels et toutes les activités du SDL, mais aussi développer à travers public de la BDP le développement de la connaissance des Charentais sur leur environnement. Et il se trouve aussi qu'il y a une très grande sensibilisation des personnels du SDL sur ces questions-là. Et aussi, pas seulement que l'équipe du SDL, mais une grande demande documentaire du réseau sur ces questions environnementales. On va les résumer ainsi. Alors, j'ai un peu de mal à défiler les slides. OK. Donc, la toute première chose qui a été créée en 2018, c'est une exposition itinérante qui s'appelait Voir l'invisible sur les espèces patrimoniales de Charente, qui avait été réalisée en partenariat avec une association assez connue en Charente qui s'appelle Charente, diffusée, qui l'est toujours d'ailleurs, dans les bibliothèques de Charente. Et c'était très intéressant de travailler avec Charente Nature, puisque Charente Nature, c'est une assez ancienne association dont les objectifs sont aussi bien l'expertise et l'inventaire sur le patrimoine naturel du département, mais aussi la sauvegarde, l'éducation des publics et un grand travail avec les scolaires. Ça a été la toute première exposition. Puis on a fait au SDL un appel à projet auprès du réseau sur ces questions d'environnement. Et ça a pu ainsi, en 2019, entre autres, par exemple, créer des animations musicales sur, comme vous voyez sur l'affiche Naïa. On a eu aussi des conférences sur la permaculture et aussi une projection débat sur l'intelligence des arbres. Je vous passe le programme d'il y a quelques années. Et là, on a travaillé avec une autre association qui s'appelle les Compagnons du Végétal, qui est une association dont le but est d'informer et d'agir pour la préservation de l'environnement et de promouvoir le jardin naturel, le jardinage naturel. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a contacté des associations, elles ont toutes été ravis et très enthousiastes de travailler avec nous et de travailler avec le réseau des bibliothèques.
Et tout ça est arrivé à une nouvelle étape, c'est la création du groupe éco-responsable du SDL. Vous savez, on aime bien faire des groupes de réflexion où on se réunit. Et entre autres sur le côté éco-responsable et environnement, où on a travaillé sur notre aspect de consommation. On a créé un composteur sur les locaux du SDL. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard quand vous verrez les plans. On a viré tout ce qui était plastique, hein, tasses, cuillères, assiettes, etc. Et on a aussi fait toute une campagne d'affichage et surtout tous les gestes éco-responsables d'économie d'énergie, une mise en veille des appareils, ce qui n'est pas toujours évident, moi le premier, mais on y arrive. Et on a aussi beaucoup travaillé sur les déplacements, sur nos déplacements à nous de l'équipe, en sachant que il y avait avec le conseil départemental qui, en fait, évidemment, n'est pas sur nos locaux, mais qui est dans le centre d'Angoulême. Nous sommes vraiment à la périphérie, j'ai envie de dire, rurale d'Angoulême. Donc, il y avait déjà des choses mises en place pour tous les agents du conseil départemental. Par exemple, une facilitation des abonnements pour le train pour les agents qui habitent à plus de 50 km, voire du travail déporté, on va dire, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre des locaux d'autres services à disposition 1 ou 2 fois par semaine à des agents qui habitaient loin. Et puis, on a aussi mis en place, nous, à l'intérieur du SDL, aussi vite qu'on puisse faire, du covoiturage entre agents. Je reviendrai tout à l'heure dans les limites du projet sur ces questions. Et on a tout retravaillé nos entretiens des espaces verts, c'est-à-dire que le SDL est bâti sur un terrain d'environ 3000 m². On y a planté des arbres fruitiers, des parterres fleuris, on y a construit des hôtels à insectes, on a mis en place un système de fauchage différencié, voire même des zones non fauchées. Et on a commencé à installer des nichoirs et des hôtels à insectes. Et à partir de là, on a c'est là qu'on a commencé à travailler avec la LPO. On s'est engagé aussi auprès du réseau des bibliothèques avec l'agenda 2030. Alors ça, je le maîtrise un peu moins, je ne vais pas trop m'engager dessus, mais c'était les 17 objectifs de l'agenda 2030 de l'ONU avec des tas de recommandations et beaucoup de matériel de communication sur l'idée du rôle des bibliothèques dans les actions éco-responsables. Et en 2019, voilà, on a signé cette fameuse convention avec la LPO pour que le service départemental de lecture devienne un refuge LPO. On va rentrer un peu plus dans le détail des tenants et aboutissants de cette convention. Avant tout, la LPO, je reprécise, je pense que c'est l'association de défense de la nature la plus connue en France. Hein. D'abord, c'est une des toutes premières qui œuvre historiquement sur la protection des espèces des oiseaux, hein, qui a été créée avant la Première Guerre mondiale, puisqu'il y avait un loisir assez ahurissant quand on y pense, c'est-à-dire qu'on allait canarder du maquereau en Bretagne, et on affrétait des trains, etc. Et une des passions des notables bretons ou parisiens ou ailleurs d'ailleurs, c'était d'aller tuer du macareux. On ne le mangeait même pas, c'était juste le plaisir de le tuer. Et du coup, on s'est aperçu évidemment très vite que cette population d'oiseaux était en train de s'éteindre. Et c'est comme ça qu'a été créée la LPO tout à l'origine. Depuis, elle a été reconnue d'utilité publique et elle a surtout à sa tête quelqu'un qui est très connu, c'est Alain Bougrain-Dubourg, qui est assez médiatique dans des actions phares, et en tout cas un peu punchy comme ça. Mais il faut savoir que la LPO, il y a un gros travail local, tout ce qui est protection des espèces, préservation des espaces, et beaucoup de travail d'éducation et sensibilisation. La LPO travaille un peu, j'ai envie de dire, comme l'ABF. C'est un peu, il y a un LPO national et il y a des LPO régionales. C'est avec eux d'ailleurs, c'est avec la LPO Nouvelle-Aquitaine que nous travaillons.
Les principes qui régissent la convention et les engagements communs qu'on a pris entre la LPO et nous, c'est de créer d'abord des conditions propices à l'installation de la faune et de la flore, voire même à la conservation de la faune et de la flore s'il y en avait déjà. Un renoncement total à tous les produits chimiques, ça c'était assez facile du coup, puisqu'il y avait des lois qui encadrent maintenant tout ce qui est entretien des espaces verts. Réduire l'impact sur l'environnement, en l'occurrence notre impact, donc ça a été une des raisons aussi du groupe éco-responsable, enfin en tout cas des volontés de continuer à travailler sur ça, et puis faire du refuge un espace sans chasse, bon, ça c'était pas très compliqué, parce qu'on est assez près des habitations, mais aussi faire un espace qui puisse être utilisé par la LPO pour faire des animations, ou voire même par nous dans notre politique d'animation dont on verra tout à l'heure. Donc, les obligations de la LPO, eux, de leur côté, ils s'engagent à réaliser un diagnostic écologique sur l'ensemble du site, à remettre un plan de gestion qui est sur 4 ans, 5 ans même, pardon, et d'accompagner ensuite la collectivité, à savoir nous, sur toute l'application de ce plan de gestion, et aussi bien avec les services techniques du SDL que au niveau informatif, et aussi d'échanger sur les évolutions. Et nos obligations à nous, c'était bien sûr, si on s'engageait, c'est de tenir nos engagements en termes de suivi des actions, des bilans des animations, etc. D'apposer un panneau refuge LPO, vous le voyez, non, il n'est pas sur cette slide, on sera un peu plus loin, et de délivrer à la LPO toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre sur le site toutes les actions qu'ils souhaitent mener, c'est-à-dire qu'on leur ouvre le site s'ils veulent mener des actions. Ça n'a pas eu lieu à cause du Covid. Entre autres, on avait prévu la nuit de la chouette ou d'autres animations, mais qui n'ont pas eu lieu. Par la suite, on a travaillé avec problème de slide, excusez-moi. Avec la LPO sur le projet de service, j'y reviendrai. Donc là, rapidement, pour vous expliquer notre situation écologique, ou dans quel écosystème on évolue. Le SDL, c'est ce petit espace qui n'est pas si petit que ça, 3000 m², donc entouré de verre, qui se situe dans le bassin du Clé, qui est un affluent de la Charente, qui est, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais qui est ici, en fait, on ne le voit pas très bien. Il est bleu, il est propre, il est transparent, rassurez-vous. Et autour d'un parc municipal, enfin oui, qui s'appelle le parc des Glamots. Et juste en face le SDL, on a un immense centre de santé qui privilégie lui aussi l'environnement. Et vous voyez qu'on est dans une zone très campagne, très rurale, tout près d'un site qui n'est pas sur la photo, qui est par ici, un site Natura 2000 qui s'appelle les Meulures de Clé, qui est un conservatoire d'espaces naturels. Donc on a un contexte propice à tout ça. Et la première étape de la LPO, ça a été de faire un inventaire de la flore et de la faune. Donc vous voyez là l'animatrice LPO qui est en train d'avoir, là je pense qu'elle fait des points d'écoute. Elle est venue 2 jours sur différents lieux pour écouter les oiseaux, pour entendre aussi leur activité, s'il y avait du nichage ou pas. Et aussi observer à l'œil nu des oiseaux, à la lunette aussi, et aussi les insectes. Ça, c'était bien, puisque une des journées a eu lieu en premier confinement Covid, et les oiseaux ont adoré le Covid, ils sont prêts à repartir pour une année de Covid, nous beaucoup moins, mais du coup, on a eu cette chance-là, entre guillemets, de ne pas être trop embêté par des activités humaines un peu parasites, et on a pu faire un bon inventaire. L'inventaire, on a répertorié 30 espèces, je vous le fais rapide, 30 espèces qui ont différents niveaux. Il y a des espèces vulnérables, des espèces menacées, des espèces protégées. En gros, il y a 23 espèces protégées.
Il y a quelques espèces chassables, comme l'alouette, par exemple, que vous voyez ici. Et puis, l'ensemble de ces oiseaux sont sur le périmètre du SDL ou à côté. Et quelques-uns nichent même au SDL. Donc voilà, je vous laisserai, je sais pas, vous retrouverez sûrement quelque part ce diaporama pour voir exactement toute la petite famille qui nous entoure. Il y a aussi, on est aussi près d'une corbeautière, hein, c'est un petit bois qui est à côté de chez nous. Il y a beaucoup de corbeaux. Donc en fait, on entend beaucoup les oiseaux du SDL. La seconde étape de ce travail avec la LPO, ça a été donc, ils nous ont fourni un document qui s'appelle des préconisations pour l'aménagement et un diagnostic écologique de notre espace, de notre bâtiment et de son terrain, avec des préconisations pour créer des aménagements favorables à l'installation de la faune, par exemple, conserver des troncs de bois ou des branches de bois morts pour que les insectes puissent s'y mettre et s'y reproduire, ce qui fait des larves, ce que les oiseaux adorent, et aussi travailler sur des espaces d'hivernage pour certains oiseaux et des chauves-souris aussi. On a beaucoup travaillé sur les chauves-souris, parce que s'il y a des chauves-souris, c'est qu'il y a des insectes, s'il y a des insectes, c'est qu'il y a des oiseaux. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et essayer aussi de développer les insectes xylophages, donc tous les insectes qui se nourrissent de bois, à travers des tas de bois morts qu'on a mis un peu aux quatre coins du terrain. Et aussi, on a mis en place donc ce fameux site à insectes, cette armoire à insectes, cet hôtel à insectes qu'on voit maintenant développer un peu partout. Et bien sûr, toute une installation très encadrée, parce que mettre des nichoirs, c'est tout un travail. 2 nichoirs, 2 mangeoires. Le refuge a été inauguré officiellement, là aussi ça a pris un peu de retard, mais en septembre 2020, on avait une petite fenêtre où on n'était pas confiné. Et les traductions dans les activités du SDL au niveau de l'offre documentaire, c'est qu'on a fait tout un travail de valorisation des collections scientifiques autour de STEM, des oiseaux, et de la nature et de l'environnement. On a créé, comme on a créé un pôle documentaire, par exemple, histoire géo, sciences sociales, on a créé un pôle documentaire qui s'appelle le pôle environnement, où on travaille spécifique sur les thèmes suivants, l'écologie, le développement durable, mais aussi tout ce qui peut être autour de la vie quotidienne, la philosophie aussi, il y a beaucoup d'ouvrages intéressants sur ce sujet, les arts, et avec un espace de valorisation spécifique au sein du SDL pour que quand les partenaires viennent choisir des collections, puissent avoir accès à cet espace. Dans la politique d'action culturelle, on a un grand festival qui s'appelle le Graines de Môme qui dure 2 mois, et 3 mois même, et on a travaillé avec la LPO pour faire des animations dans les écoles. Il y a eu des spectacles qui ont été un peu plus ciblés autour de l'environnement. Et l'année prochaine, en 2022, on travaille avec les éditions Helium sur un ouvrage qui s'appelle Tous les jardins sont dans la nature, avec des rencontres d'auteurs, des expositions d'œuvres d'originaux de cet album, des ateliers, des animations aussi avec l'espace Madness France de Poitiers. Voilà une des expositions qu'on a fait parcourir. Et dans le cadre du nouveau projet de service, on a un projet de revalorisation du bâtiment qui va s'inscrire sur 3 ans à partir de la fin de 2022. Et là, la LPO est partenaire très actif avec le programmiste et l'architecte sur des préconisations de stockage de matériaux, par exemple, qui pourraient servir de site de production alors qu'il ne faudrait pas qu'il le soit, d'introduction de nichoirs pour les passereaux, pour les chouettes, pour les faucons ou pour les chauves-souris dans le bâtiment qui sera créé par l'architecte. Je me dépêche parce que j'ai eu un petit message de 5 minutes.
Des questions, des réserves. La première, c'est qui nous a un peu surpris, c'est un changement des habitudes visuelles sur l'entretien des espaces verts. Pas seulement des membres de l'équipe, puisque tout le monde était assez volontaire, mais des passants ou autres qui nous disaient « mais qu'est-ce que vous foutez, votre jardin il n'est pas entretenu ». Donc il y avait vraiment une idée qu'aujourd'hui, les pelouses, ça doit être tondu et nickel. Et ça, il y a un gros travail à faire, pas un gros, mais il y a un travail à faire pour expliquer. On a eu une difficulté quand même pour mettre en place un covoiturage qui soit vraiment efficace, puisque on a un problème de transport en commun, puisqu'il n'y a pas de ligne de bus qui viennent jusqu'ici. Et c'est difficile de mettre en place de façon pérenne du covoiturage entre collègues, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui va chercher les enfants à l'école ou au collège, ou qui passe faire des courses, ou qui passe ailleurs. Et c'est un peu compliqué de remonter tous ensemble à Angoulême, pour ceux qui habitent à Angoulême. Et en fait, et pour finir, on a un grand problème. Enfin, on ne trouve pas de réponse satisfaisante sur l'équipement des documents. Pour se passer du plastique, ça, on a fait des essais, c'est pas satisfaisant. Et plus largement, sur toutes les applications qu'on pourrait avoir sur l'éco-responsabilité dans le circuit du document, là, on est en train d'avoir des pistes de réflexion, mais c'est pas toujours simple, puisque notre ami est un peu le Filmolux, et le Filmolux, c'est du plastique. Voilà, j'en ai fini. Merci Patrick pour cette présentation. Une question est remontée donc qui souligne ce très beau travail et qui questionnait sur savoir si ce partenariat est mis en avant sur le portail du service de la lecture publique. Alors, on a deux portails. On a un portail professionnel et on a une bibliothèque numérique sur lequel, au niveau documentaire, on a fait des sélections autour des oiseaux, par exemple, autour de l'écologie pour les petits. On a évidemment communiqué autour de l'inauguration du refuge aussi. Juste, je voulais dire que le coût total au niveau de la LPO, c'est à peu près 3 900 € sur 5 ans. Ben, je vous remercie. Ben, merci. Alors, il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si on utilise ces 5 minutes pour des questions diverses à nos 5 intervenants en sollicitant la levée de main en bas, ou on continue par le chat. Voilà. Je vois une question de Céline Cadieux. Donc, de savoir en interne au sein de l'équipe combien de personnes ont porté ce projet et comment il a été reçu par les équipes et puis les élus départementaux. Alors, il émane de l'équipe, donc il a été toujours bien reçu. Moi, je suis responsable de tout ce qui est relation avec la... on a un collègue qui est plus sur le bâtiment et la partie technique qui lui, gère tout ce qui est les nichoirs, enfin toute la partie technique extérieure. Et après, on a des collègues qui sont plus sur les parties ou réduction d'énergie. Les élus départementaux ont toujours bien accepté le projet. On a changé de majorité départementale là, en juin dernier, et on a une élue qui est particulièrement investie dans toutes ces questions-là. Donc, elle a toujours bien, elle a très bien reçu le projet. Elle est très à l'écoute et elle a une oreille très attentive sur tout ce qu'il fait autour de ces questions. Y aurait-il d'autres questions avant qu'on conclue? L'idée aussi, juste pour finir, c'était aussi de sensibiliser les bibliothèques sur ces questions-là, puisqu'elles avaient beaucoup de questions sur qu'est-ce que je peux faire en tant que bibliothèque. Et en fait, on peut faire beaucoup de choses. Et les partenariats avec les associations, par exemple, sont des choses très intéressantes à mener, surtout qu'elles sont souvent très locales, territoriales, donc elles connaissent bien tous les... Alors, je vais prendre une petite minute, moi, pour conclure. En tout cas, je vous remercie pour ces 4 présentations qui rendent compte de la grande créativité, adaptabilité des bibliothèques départementales aux questions. Enfin, voilà, on l'a vu, les projets qui sont sortis, qui sont réadaptés dans le contexte Covid, autour du jeu vidéo, autour du développement durable, etc. Et du coup, c'était
des présentations différentes et très intéressantes. Et je voulais vous remercier pour cela. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et je ne sais pas si, mesdames les Céline, vous souhaitez conclure derrière moi. Eh bien, juste indiquer effectivement qu'à l'issue des journées, nous allons bien sûr revenir vers les internautes et mettre toutes les présentations que vous avez pu voir en ligne, en plus des vidéos. Eh bien, il nous reste effectivement à remercier tout le monde, à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se retrouve demain matin. Alors, sur une première partie en format atelier, hein, vous avez toutes et tous choisi des ateliers lorsque vous êtes préinscrits et on sera déjà en temps de clôture demain en fin de matinée. Au revoir à tout le monde et encore merci. Merci, bonne soirée. Au revoir.